discuter. S'il y a des gens qui en France sont chez eux, ce sont bien les Français de souche. Et je n'hésite pas à employer cette formule parce qu'il y a chez nous une espèce de xénophobie, de xénophilie, voire même quelquefois de xénomanie, qui pousse à considérer que les étrangers auraient en France plus de droits que les Français. Et que les étrangers devenus français auraient eux aussi plus de droits que les Français de France, les Français de souche. Alors je dis non, il y a une communauté nationale, je considère que la politique de naturalisation et d'immigration a été tout à fait excessive, que dans ces conditions on crée des occasions de conflits et une privation des droits des Français à leur patrimoine. Et ça, je crois que c'est le passif des gouvernements qui se sont succédés depuis 30 ans. Je n'ai pas réfléchi longuement sur cette question-là. Elle comporte des avantages et des inconvénients. Mais je pense que les Français de souche n'ont pas à se communautariser pour la bonne raison, c'est qu'ils sont chez eux en France. Et qu'ils n'ont pas intérêt, me semble-t-il, à se couler dans un moule qui les mettrait sur le même pied que les autres. Mais ils peuvent parfaitement se revendiquer de cette notion de Français de souche sans forcément l'institutionnaliser. Toute la partie, comment dirais-je, spirituelle et immatérielle de la personnalité. Il est évident que je suis le fils de mes parents, de mes grands-parents, de mes arrière-grands-parents, et qu'eux-mêmes, étant nés et ayant vécu sur une terre donnée, dont les contours et la complexité les ont formés en quelque sorte, et ont fait que des Bretons sont différents des Basques ou différents des Flamands. Bon, mais tout ceci, la nation française, la patrie française, les a associés, puis fusionnés dans un ensemble qui était jusqu'à présent assez homogène et qui est maintenant menacé, en effet, par l'irruption de communautés étrangères qui refusent de s'insérer dans le cadre d'une assimilation, c'est-à-dire de l'adoption des lois, des coutumes, des mœurs, même des modes, et qui ont tendance à importer dans notre pays les modes et la culture et la manière de vivre des pays dont ils sont originaires. Et il y a là évidemment une source de conflit, surtout que l'élément démographique aggrave cette situation, puisque ces immigrés ont souvent des familles beaucoup plus importantes que les familles françaises, et que, il faut le dire, il faut avoir le courage de le dire, les Français de souche risquent d'être submergés par la montée d'une immigration qui est actuellement incontrôlée, et j'affirme qu'il entre en France 400 000 au moins immigrés nouveaux par an, légaux et illégaux, et que ceux-ci font plus d'enfants que les autres, pèsent lourdement sur le budget social de la nation au détriment des Français, parce qu'il faut les loger, les nourrir quand ils n'ont pas de travail, leur donner du travail quand ils n'en ont pas, accueillir leurs enfants à l'école, les accueillir dans les hôpitaux quand ils sont malades. Et ça, je crois que la France en fait l'expérience. Elle n'a pas les épaules suffisamment larges pour porter toute la misère du monde sur son dos. Et on le voit, les déficits vertigineux sont ceux d'un pays qui ne consacre pas ses ressources à ceux qui les ont fabriqués en quelque sorte, qui les ont créés. Et il y a là une injustice évidente au détriment des Français. J'ai vu la dégradation de la notion même de nation, combattue à la fois par les européistes et par les régionalistes. Et j'ai vu la notion de patrie amoindrie, ridiculisée, disparaître les notions de sacrifice, ou leur donner un caractère
d'exceptionnelle gravité. Par exemple, quand on rapatrie 2 corps d'Afghanistan, c'est une véritable cérémonie nationale. Alors que la France, il y a tant de centaines de milliers, de millions de Français qui se sont sacrifiés pour que la patrie reste libre. Eh bien, la disparition, on peut dire, des piliers formateurs de la nation et de la patrie, qui étaient la famille, en tous les cas l'affaiblissement, la famille, l'école, l'armée, le service militaire, qui était un creuset d'union nationale, et bien malheureusement tout cela s'est désintégré dans un monde dont on ne nous cache pas qu'il a une vocation à être mondialisé et dont les conséquences seraient la disparition des nations, disparition programmée à travers l'Union européenne d'abord et ensuite à travers les gouvernements des G6, G8, G9, G10, G20. Quand on arrivera à G145, eh bien on aura reconstitué l'ONU et ainsi on aura détruit tous les cadres qui protégeaient, selon moi, l'équilibre des sociétés, leur liberté, leur sécurité et leur joie de vivre en fait. Le vrai problème, c'est que la démographie mondiale a connu des bouleversements considérables. En plus d'un siècle, on est passé de 1 milliard à 7 milliards d'habitants et en expansion continue. Il est évident que cette prolifération humaine pose des problèmes à la fois économiques, sociaux et donc provoque des transferts, des courants migratoires considérables qui sont de nature à bouleverser complètement le monde et le globe. Et cela, tous les pays du monde le ressentent. L'Afrique du Sud est en proie au même problème que la France et organise le retour, quelquefois assez musclé, des clandestins vers leur région d'origine. Et c'est vrai pour le Maroc, c'est vrai pour d'autres pays. Et on voit cette expansion continue qui ne s'accompagne pas, malheureusement, quelquefois même à l'inverse, de création de richesses supplémentaires, eh bien, contribue à créer un monde pauvre et nombreux, et par conséquent recèle des capacités explosives de conquête de la part de populations qui ne trouveront pas sur leur territoire les moyens de survivre. Mais c'est le droit aussi des Français de défendre leur droit à la vie, leur droit au bonheur. Écoutez, je trouve dans le combat que je mène les raisons d'espérer. Je pense que beaucoup de choses peuvent changer. Le monde va peut-être connaître de grands bouleversements qui peuvent être ceux de pandémies massives, de guerres, peut-être même de guerres nucléaires, comment dirais-je, d'événements géographiques ou climatiques graves. Par conséquent, l'homme doit toujours conserver l'espoir et doit se rattacher toujours à sa tradition, à son cadre intellectuel et moral, parce que c'est celui qui lui a garanti jusque-là sa sécurité et sa liberté. Moi, je ne me pose pas la question de l'avenir. Je remplis ma fonction, ma mission de tribun de la plèbe, en quelque sorte, n'est-ce pas, d'avocat du peuple et d'avocat du peuple français. Encore faut-il que les Français se rendent compte qu'on ne les sauvera pas malgré eux. Et il faut qu'ils comprennent qu'il faut qu'ils se mobilisent eux-mêmes, qu'il faut qu'ils votent aux élections, par exemple, puisqu'il y a un désaveu, un désamour du peuple français pour les institutions, et en particulier pour les circonstances électorales. Il faut qu'ils comprennent qu'il faut qu'ils s'y mettent, il faut qu'ils expriment une volonté. Si les Français n'ont pas la volonté de se défendre et de continuer à exister pour leurs enfants, leurs petits-enfants et leur postérité, il est évident qu'ils seront balayés. Et ça, je crois que c'est
un bras de fer qui est actuellement en cours et que ce sont des forces comme les forces nationales qui sont celles qui sont capables, à mon avis, d'assurer la survie de la France. Merci beaucoup Jean-Marie Le Pen.